Et donc voilà l'architecture globale. J'espère avoir été clair. Alors évidemment, on a toujours des choses à retravailler, à peaufiner. À tout moment, en fait, dans une semaine, on a revu et on a modifié toute l'architecture, hein, c'est possible. Bon bah on a changé toute l'architecture hein. Alors avant toute chose, on va travailler sur du front-end, ne t'inquiète pas. Mais d'abord, je suis obligé de revenir sur certains éléments qui ont bougé cette semaine, notamment sur le plan architectural. Donc je vous explique ça rapidement et ensuite on passera justement à la suite du projet. Bon alors, vous vous en souvenez sûrement depuis la dernière vidéo, mais le plan initial pour construire la nouvelle architecture de Jarvis, c'était de repartir de Léon, un projet du coup open source français. Voilà, je représente pas tout hein. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la dernière vidéo. Sauf que, vous l'avez peut-être vu à la fin de la vidéo, mais j'ai testé son système et j'ai été relativement déçu. En fait, l'architecture est ultra rigide et tu sens que le projet a été dev avant l'arrivée des LLM. Alors depuis, je crois qu'il a intégré un système de LLM, mais voilà, l'architecture manque encore énormément de flexibilité. En gros, il y a tout un système de template de réponses. Donc selon une banque de questions, bah à chaque fois, il va répondre la même chose. Et du coup, bah voilà, pour créer un assistant IA personnalisé en 2026, en fait, niveau expérience utilisateur, c'est tout simplement pas possible. C'est super désagréable de se prendre plusieurs fois la même réponse. En plus, régulièrement, il répondait à côté de la plaque. Bref, clairement pas l'idéal pour notre projet. Et donc, j'ai pris à nouveau du recul et je me suis demandé, ok, si aujourd'hui on veut vraiment créer l'assistant IA le plus ouf du monde, genre vraiment pour proposer la meilleure expérience possible aux utilisateurs, parce que c'est ça au final l'objectif, hein. Limite ce wow effect quand les gens vont tester pour la première fois, qui se disent putain c'est une dinguerie quoi. Et bien dans ce cas-là, quelles sont les meilleures bases possibles ? Et j'en suis arrivé à 3 possibilités que je vais vous présenter tout de suite. La première, c'était Gemini Live. La deuxième, c'était OpenAI Real-Time, que j'ai déjà évoqué, je crois, dans des vidéos précédentes. Et la troisième, c'était Pipe4, qui, pour le coup, là, j'ai vraiment fait une vidéo dédiée à ce framework. Donc, l'objectif, c'est de proposer la meilleure expérience possible. Et bah, pour ça, il y a 2 solutions déjà qui existent, qui sont donc Gemini Live et OpenAI Real-Time, et qui sont en gros des agents dédiés à l'échange vocal où toutes les étapes vont être optimisées pour avoir le temps de latence le plus court possible. Donc quand tu testes le truc, c'est ouf, vraiment c'est incroyable. Ça envoie du très très lourd, c'est rapide, c'est efficace, c'est nickel, mais très vite, vous l'aurez deviné, il y a un gros problème, c'est qu'en fait, tu dépends complètement de leur tech. Tu dépends de leur stack, de leurs choix techniques, de leurs limitations, de leurs coûts, de leurs règles, de leur roadmap, etc. En fait, c'est un système complètement opaque sur lequel tu as très très peu de contrôle et en fait, on maîtrise quasiment rien. Et sans parler du fait qu'en plus, dépendent à 100% d'infrastructures américaines, alors que depuis le début on parle de projet français, bon voilà, ça fait un peu chier, on va pas se le cacher. Et donc ça me fait arriver à la troisième solution qui est Pipe4. Alors je représente pas le système, hein. Si vous êtes intéressé pour savoir comment fonctionne Pipe4, j'ai fait une vidéo dédiée, allez la voir, franchement. Bon, je vais pas me jeter des fleurs, mais elle est plutôt sympa. Et ce qui est génial, c'est que donc c'est un framework dédié à créer des agents vocaux qui est open source, donc à câble. On garde le contrôle total de l'architecture et surtout c'est agnostique du LLM, ce qui veut dire qu'en gros on peut mettre normalement n'importe quel LLM et en l'occurrence on pourrait imaginer mettre Mistral. Bon, faut encore tester pour voir si c'est assez rapide puisqu'on a toujours cette histoire de latence, mais pourquoi pas. Et donc en gros c'est un moteur d'orchestration hyper puissant sur lequel on peut bâtir notre système. Donc maintenant vous allez me dire, mais si t'avais prévu de l'utiliser à l'époque, pourquoi t'as changé? En fait à l'époque, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'avais rencontré des problématiques pour faire interagir Pipe4 avec le SP32, mais il s'avère que depuis j'ai trouvé une librairie qui permet justement de faire interagir les deux, donc le problème initial devrait être réglé. Bref, ça nous a permis de redessiner toute l'architecture. Je vais pas vous la présenter dans cette vidéo parce que ça n'a pas grande utilité, mais voilà, en gros on l'a adapté à Pipe4. 2 choses à retenir, du coup je l'ai déjà dit, mais l'objectif ça va être si possible d'intégrer Mistral. Et la deuxième chose, il y a un nouveau point hyper important. En gros, après réflexion avec plusieurs personnes sur le sujet, sur le Discord d'ailleurs, rejoignez-nous si ce n'est pas fait pour participer au choix stratégique ou au développement du projet. On s'est rendu compte que le vrai différenciateur en fait d'un assistant IA, c'était pas la qualité brute de son IA, puisqu'aujourd'hui n'importe qui en fait peut avoir accès au dernier ChatGPT, mais le vrai game changer en fait, ce qui peut vraiment nous permettre de nous différencier, c'est la mémoire, la personnalité et la personnalisation. En gros, l'idée, ça serait vraiment de travailler ces 3 axes pour avoir un assistant IA qui déjà retient tout, ce qui va lui permettre de nous connaître parfaitement, mais qui en plus de ça, va avoir une personnalité et va pouvoir faire évoluer sa personnalité selon ce qu'on a vécu ou selon nos préférences. En gros, c'est vraiment développer un système de LLM évolutif en fait qui va pouvoir adapter sa personnalité selon voilà, ce qu'on a vécu et selon ce qu'il sait de nous et de nos préférences. Et donc ça devrait être vraiment banger et ça devrait, si on y arrive, permettre de proposer aux gens une expérience de fou furieux les gars. Il y a moyen de pondre une
dinguerie les gars. Bref, voilà un peu les changements de cette semaine. Maintenant on arrive enfin au sujet principal de la vidéo. Maintenant que la direction est plus claire, il faut commencer par motiver les troupes et pour ça rien de mieux qu'avoir un rendu visuel. Et pour ça on a décidé de commencer par mettre en place un système Pipe4 tout simple pour interagir avec l'IA et ensuite de créer une interface utilisateur visuelle avec Electron que je vais vous présenter dans cette vidéo. Merde, j'avais des épis depuis le début. Ok, je suis mieux recoiffé, on peut repartir. Alors, commençons par le commencement avec Electron. Pour ceux qui connaissent pas Electron, elle est nulle. Alors je rigole, en vrai, je ne connaissais pas cet outil il y a encore quelques jours, donc on est ensemble les gars. C'est un framework qui permet de créer des applications desktop multiplateformes, donc Windows, macOS, Linux, et en utilisant des techno-web. Donc tout simplement HTML, CSS, JavaScript, React, etc. En gros tout simplement ça te permet de créer une vraie application de bureau moderne, stylée, fluide et sans te taper du C++ ou du Swift. Et d'ailleurs pour info c'est ce qu'utilisent des apps comme Discord, Slack, VS Code, Notion ou encore Spotify Desktop, donc outil de fou malade les gars. Et pour créer une interface pour Jarvis, bah vous l'avez compris c'est parfait, c'est ce qu'on va utiliser. L'objectif ça va être tout simplement de créer un cockpit central, une interface pour échanger avec Jarvis, voir un peu les échanges de messages, potentiellement créer des widgets, bref on va faire un truc vraiment cool. Ce que je vous propose pour découvrir Electron, c'est tout simplement de faire une première mini-app tous ensemble, en direct dans la vidéo. Ouais, j'ai jamais fait ça mais les gars, on innove sur cette chaîne, hein, attention. Ça va nous permettre donc de comprendre les bases, de comprendre le fonctionnement d'Electron, c'est pas très compliqué, hein, vous allez voir. Et ensuite, je vous montrerai ce que j'ai, la masterclass qu'on a pondue avec Jarvis. Et pour ça, on va tout simplement s'appuyer sur le petit tuto officiel d'Electron, mais évidemment, ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous l'expliquer à ma sauce, sinon c'est pas drôle, Donc déjà, prérequis ultra simple, il vous faut Node.js installé. Donc pour ça, vous allez dans votre terminal et vous tapez node-v et npm-v et vous allez tout simplement dans votre navigateur, vous allez sur le site Node.js et vous faites get Node.js. Donc les amis, la première chose qu'on commence par faire, c'est ouvrir Visual Studio Code, hein, évidemment. On ouvre un nouveau fichier. Alors, ce qu'on va faire, c'est commencer par créer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple Electron Mini App. Donc, je crée ça et on va l'ouvrir, les amis. Et voilà, on se retrouve sur ce code complètement vierge. Et donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est ouvrir notre petit terminal et commencer par initialiser notre projet Node. Donc, pour ça, on fait npm init. Et là, ça va créer notre truc. Hop, entrée. Yes, et c'est parti. Là, ça crée notre petit package.json. Donc le package.json, c'est simple, c'est juste la carte d'identité du projet. Vous pouvez retrouver le nom, la version, les auteurs, etc., etc. On peut très bien changer ça plus tard. Et maintenant, on va installer Electron et pour ça, on va l'installer en dépendance de dev. Et donc pour ça, on va tout simplement taper cette commande-là. Vous la voyez apparaître normalement à l'écran. Je fais entrer. Et là, normalement, c'est parti, ça devrait installer Electron. Pendant que ça s'installe, bon, je vois que ça a déjà été fait, mais petit rappel hyper simple. Dans Electron, en gros, il y a deux parties. Il y a le main process, c'est le process principal, celui qui crée la fenêtre, gère l'app, etc. Et ensuite, il y a le renderer process, et ça, c'est ce qui s'affiche vraiment dans la fenêtre. Donc, c'est une page web. Et en gros, ce que tu vas avoir, c'est une app note qui ouvre une fenêtre Chrome, et dans cette fenêtre, on va charger notre HTML. Ok, donc maintenant, on va ajouter une commande pour lancer l'app. Dans package.json, là, dans les scripts, je mets un script start. Je mets start .electron. Hop. Alors, attendez, pourquoi j'ai une couille? Oui, c'est parce que là, il me manque une petite virgule et là, il y a une virgule en trop. Hop, on enregistre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer le fichier principal et pour ça, on va aller dans la documentation. Et vous pouvez voir, il l'appelle tout simplement main.js. Donc on va créer un fichier main.js. Décidément, je ne sais pas écrire, main.js à la racine. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement reprendre leur code main.js ici, qu'on va coller et voilà. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction create window qui va instancier une fenêtre et charger une page HTML. Et donc là, vous voyez, je mets les dimensions de la fenêtre, je load mon index.html qu'on va créer juste après. Et à la fin, ce que je dis, c'est que quand l'app est prête, bah, on appelle justement la fonction create window, ce qui va permettre d'ouvrir la fenêtre avec l'application. Et donc à ce stade, vous l'aurez compris, on n'a plus que le fichier index.html à créer. C'est ce qu'on va faire de suite.
Et encore une fois, on va juste reprendre leur exemple. Ici. Hop, CTRL S. Voilà, et vous allez voir, on va lancer l'application et ça va marcher. Et donc pour ça, on va tout simplement faire npm start. C'est parti. Et là, vous allez voir, ça va lancer notre app Electron qui va s'ouvrir en bas. Vous le voyez. Et là, normalement, il va pas y avoir grand chose, mais il va y avoir notre app quand même. Ok, donc là, ça fait chier. Attendez. Bon les gars, je suis un bolos, je sais, je pense que c'est l'effet caméra. En fait, je fais des boulettes, mais j'avais mis index.html, mais le main c'est main.js. Bon là, ça devrait marcher. Franchement, je vous montre l'envers du décor, hein, je vous montre l'envers du décor. Enfin, c'est bon, donc là on a notre app Electron, Hello from Electron Renderer. Ça fait plaisir, on a enfin ça. On peut mettre n'importe quoi, genre par exemple, bon, si je voulais faire un peu le forceur, hein, je mettrais abonnez-vous, voilà évidemment, hein, la classique. Non, c'est là hein, que ça s'affiche, abonnez-vous, oui, j'ai fait exprès, ne vous inquiétez pas, bref. Donc ça c'était la première chose. Donc maintenant c'est hyper important de comprendre ce qu'on vient de faire, donc je vais vous expliquer rapidement. On vient de créer un logiciel desktop, mais en réalité, on a juste une app node qui est donc le main.js, qui ouvre une fenêtre qui est le browser window et qui charge un fichier web qui est l'index.html. Et donc maintenant qu'on a ce système de fenêtres qui marche, je vais vous montrer un point clé justement dans Electron qui est la séparation entre architecture et sécurité. Là c'est un point un peu technique, mais je vais vous rendre ça tout simplement abordable pour n'importe qui hein, et fun. Donc petit rappel rapide déjà de ce qu'est Node.js. Node.js, en gros, ça permet d'exécuter du JavaScript côté machine en dehors du navigateur. C'est pour ça qu'on parle souvent de back-end pour du JS avec Node.js. En gros, quand tu écris du JavaScript classique, on va dire, normalement ça tourne dans un navigateur et Node.js, ça permet de faire tourner ce même JavaScript, mais directement sur ton ordinateur, avec accès à tout le système, c'est-à-dire les fichiers, le réseau, les micros, la caméra. Et donc justement, Electron, c'est juste un mix entre du JavaScript qui tourne côté machine, avec Node.js, et une page web classique qui s'ouvre dans une fenêtre. Et donc vous l'aurez peut-être deviné, mais il y a un point hyper important, c'est la question de la sécurité. En fait, si on laissait directement la page web accéder à tout le système et ses capacités via Node.js, bah ça serait extrêmement dangereux. Une simple faille dans l'interface pourrait permettre à un script malveillant d'accéder à tous tes fichiers, ton micro, ta caméra, etc. Et donc, pour régler ce problème, Electron a introduit un concept très très simple qui est le preload. Un preload, c'est quoi, vous allez me dire? C'est en gros un fichier JavaScript intermédiaire qui va servir justement de sas de sécurité entre l'interface et le reste du système. Et donc, plutôt que laisser la page web accéder à tout Node.js, on va lui exposer uniquement ce qu'on décide. En gros, pour faire simple, on va pas donner les clés de notre propre maison. Voilà, j'espère que ça parle à tout le monde comme ça. On lui donne seulement accès aux pièces utiles. Et donc, concrètement, ça marche de la manière suivante. On a le fichier principal Electron qui crée la fenêtre, la page web qui s'affiche, et entre les deux, on a ce fameux preload.js. Et donc, dans main.js, ce qu'on va faire, c'est que on va dire tout simplement que quand il charge cette fenêtre, il va tout simplement aussi utiliser le fichier preload. Ce qui veut dire que le fichier va s'exécuter avant que l'interface ne s'affiche et qui va servir de pont sécurisé entre les deux parties. Et maintenant, dans ce fichier preload.js, justement, on va définir une API personnalisée. Par exemple, on va dire, ok, cette page web a le droit d'accéder seulement à la fonction, on va dire ping, mais elle n'a pas le droit de faire autre chose. Et donc, dans preload.js, on va utiliser un outil fourni par Electron qui s'appelle ContextBridge. Et lui, son rôle est simple, ça va être d'exposer proprement des fonctions de la partie système vers la partie interface comme on vient de le voir. Et donc par exemple, on peut exposer une petite API window.electronapi.ping qui retourne simplement pong quand on l'appelle. Et donc c'est tout bête, hein, mais ça permet de comprendre la logique. Et ensuite côté interface, dans notre fichier renderer, on va simplement appeler cette fonction et afficher le résultat dans la page. Et donc la magie, notre interface web communique avec le système de façon propre et sécurisée. Et donc vous l'aurez compris, ce système il va être hyper important pour la suite de Jarvis puisque c'est ce qui va nous permettre d'envoyer de l'audio au back-end, de recevoir des réponses en temps réel, afficher l'état du système, afficher la mémoire, déclencher des actions matérielles, piloter des devices, etc. Mais encore une fois, sans jamais exposer les capacités système à l'interface. Voilà les amis, normalement vous avez compris à peu près comment fonctionne Electron. Et maintenant on peut passer à la partie la plus stylée, celle que vous attendez tous finalement.
ce qu'on a cook à 2 avec Puparia pour faire une petite interface des familles pour Jarvis. Les gars, vous allez voir, c'est plutôt bien poncé. Tout l'enjeu là, c'était de connecter Electron avec notre backend, c'est-à-dire le Pipe4. Et pour ça, laissez-moi vous expliquer rapidement avant comment on a fait ça. Concrètement, Pipe4 tourne comme un petit serveur local chez nous sur un port. Chez moi, c'est donc le localhost 7860. Et ce serveur, il va exposer deux types de choses, deux endpoints. D'abord le health check en get. Donc ça permet tout simplement de vérifier que Pipe4 est bien lancé. Et ensuite, le plus important, qui est le endpoint / offer en post. Et ça, c'est tout simplement le point d'entrée principal qui permet d'établir la connexion en web RTC. Alors, le web RTC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement la techno utilisée pour faire des appels audio-vidéo en temps réel sur le web. Et forcément, c'est parfait puisque c'est exactement ce qu'on cherche. Un canal temps réel entre notre interface et Pipe4. Et donc, le flow va être très simple. On lance notre app Electron. Notre interface vérifie que le Pipe4 est bien lancé. Grâce à notre endpoint get, on sait direct si Pipe4 est down. Et ensuite, notre interface va se connecter en démarrant la connexion web RTC. Et là, petite subtilité assez stylé, c'est qu'une fois qu'on est connecté, on n'a pas un seul canal de communication entre l'interface et Pipe4, mais bien deux flux qui tournent en parallèle. Je vous explique, le premier flux ou canal, c'est pour tout ce qui est transmission d'audio, et le deuxième flux, c'est un canal de données qu'on appelle un data channel, et donc ça, c'est un flux de messages JSON en temps réel qui permet d'envoyer plein d'événements à l'interface, donc d'envoyer ce qui se passe en temps réel au final avec notre flux audio Pipe4. Donc par exemple l'état de la connexion, quand je commence à parler, quand j'ai fini de parler, la transcription de ce que je dis en live, etc., etc. Enfin bref, vous avez compris. Et si on a deux flux séparés, c'est tout simplement parce que la voix et les données n'ont pas du tout les mêmes contraintes. Vous l'aurez probablement deviné. La voix, ça doit être ultra fluide, ultra rapide, avec le moins de latence possible, sinon l'expérience est catastrophique, tout simplement. Et donc pour ça, on utilise un canal spécialisé pour l'audio en temps réel. Et à côté, on a besoin d'un canal pour transporter un peu toute la donnée et l'intelligence du système. Donc les transcriptions, les états, les événements, les modules, la mémoire, etc. Des données qui vont être donc structurées, propres et fiables. Et d'ailleurs, ce modèle de double flux, c'est exactement ce que font tous les systèmes de temps réel modernes. Donc par exemple, Zoom, Discord, ou encore Google Meet. Et donc dans notre interface, on a une petite couche qui gère tout ça, qu'on appelle le Voice Manager, et c'est lui qui va faire le lien entre lui et Pipe4. J'espère avoir été à peu près clair sur toutes ces informations-là. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on teste tout simplement ça en live, les gars. Avant toute chose, pour info, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est encore en train de dev l'interface. Donc, il y a encore quelques soucis d'affichage. C'est pas évident de faire le lien entre Pipe4 et Electron. Donc, il y a encore quelques bugs, mais vous allez voir, ça marche quand même très bien. Ok, donc les gars, on arrive sur l'application donc qu'on a fait. Vous pouvez le voir, là, on a le bot.py qui est donc le Pipe4 et avec l'app Electron, avec les différents fichiers que je vous ai présentés tout à l'heure. Et maintenant, on va faire notre commande. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a développé la version pour Windows et la version pour Mac, qui est là. Et donc, ça va être ./start.sh. Et là, normalement, vous allez voir, ça va être magnifique. Ça va charger notre petite app Electron. Et voilà, les gars, ça charge. Donc là, il se connecte au Pipe4 backend, magnifique interface. Alors on va changer cette petite partie. Donc là, on va mettre Bart, continuer. Là, je vais mettre, on va mettre ton.email@exemple.com pour l'exemple. Hop, regardez comme c'est magnifique. Petite date de naissance, on est le 23 janvier, donc on va dire que la naissance, c'est le 23/01/2026. Voilà, on continue. Où est-ce que je me trouve? France. Bon, c'est pas une ville, mais Bretagne, les amis. Bien sûr, la Bretagne. On configure en cours. Et c'est parti. Là, on a donc notre petite interface. Regardez, j'espère que vous trouvez ça sexy. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement aller dans les réglages, choper le micro. Donc là, je vais rien changer. On a le général. Et là, on va pouvoir mettre nos clés API. Alors évidemment, je ne vais pas vous filmer ça, les amis. Mais je vais mettre mes clés API que je vais aller choper ici. Donc là, normalement, je crois que ça va. Voilà, ça met ça. Parfait. La clé API OpenAI que je vais choper ici. Donc ça, je ne vous explique pas comment aller chercher vos clés API. Vous trouverez des tutos sur Internet. On enregistre les clés API. On fait retour et là on va pouvoir se connecter. J'espère que ça a marché, peut-être qu'il faut un peu de temps pour que ça charge. Et là on va pouvoir se connecter, vous allez voir, c'est un peu stylé.
Et là, normalement, ça devrait marcher, sinon, je ne comprends pas. Hi, how are you? J'ai su assez pour t'aider. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Tell me a joke. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon ils tombent dans le bateau. Voilà, on va se déconnecter. Donc, vous l'avez vu, il y a des petits problèmes d'affichage. En plus de ça, on n'a pas encore mis une voix française, ce qui veut dire qu'elle parle avec un accent horrible. En plus, il y a encore des petits problèmes de latence qu'on peut optimiser. Un Pipe 4, normalement, c'est plus rapide que ça. Mais dans l'ensemble, vous avez compris l'idée. Voilà, le truc fonctionne à peu près, donc ça c'est cool. Les amis, j'espère que ça vous plaît. On a essayé d'adopter, vous le voyez, un style un peu moderne, même s'il y a encore énormément de choses à travailler. L'idée, c'était tout simplement de pas tomber dans le truc un peu semi-futuristique, bien cliché Iron Man. C'était de proposer un truc un peu plus agréable et pas cliché, encore une fois. C'est encore une V1, ça va absolument évoluer, hein. C'était juste question d'avoir une petite interface visuelle sympa. L'objectif, évidemment, hein, le cœur de notre métier, ça va être surtout d'optimiser le back-end Pipe 4 en termes de latence, mais aussi au niveau des outils, modules, mini-applications à lui donner. Et surtout, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, travailler à fond cette histoire de mémoire et de personnalité évolutive. De notre côté, on va cook dans l'ombre, on va faire ça bien. Je reviendrai quand j'aurai un truc convaincant à vous présenter. De l'autre côté, évidemment, j'en ai pas beaucoup parlé depuis quelques vidéos, mais on continue de développer les lunettes, on est en train de retravailler le PCB, etc. On va essayer de foutre ça sur 2 branches différentes, enfin vous allez voir. Je reviendrai aussi rapidement avec du neuf à ce niveau-là. D'ailleurs, je le redis, mais rejoignez le Discord, les gars, pour avoir des updates et pour pouvoir participer de près ou de loin au projet. D'ailleurs, si vous avez vous-même des projets, il y a une section spéciale dans le Discord où vous pouvez les partager et avoir des avis, des recommandations de la communauté. Les gars, j'ai envie qu'on devienne une armée de mecs passionnés sur ce Discord, ça va être exceptionnel. On est déjà d'ailleurs plus de 50, hein, et c'est 50 personnes de qualité, les gars. Franchement, le Discord, il vit, hein. Je vous spoil pas, mais il vit. Je vous en dis pas plus, mais voilà. Tout petit truc que je vous balance comme ça. Semaine prochaine, je vais lancer une nouvelle série pour un nouveau projet. Ça va être bien cool et surtout ce nouveau projet sur lequel on va travailler, on va pouvoir le connecter à Jarvis à l'avenir. Donc ça va être vraiment génial. J'ai trop hâte, les gars. Ça va être un peu dur, mais ça va être trop cool. Abonne-toi surtout pour pas manquer ça. Encore une fois, rejoins le Discord, les gars. Tout le monde est le bienvenu encore une fois. Voilà, c'est exceptionnel. Et sur ce, les gars, je vous dis bisous. Les gars, je vous fais une petite update là, mais regardez ça. Nvidia releases un modèle for speech-to-speech model. 17 janvier 2026. Donc là, il y a Nvidia qui vient de sortir tout simplement un modèle pour faire de l'échange vocal. Voilà. Bon bah Pipe 4, je crois qu'on va peut-être rechanger d'architecture, je vais tester ça, mais aïe aïe aïe.